Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls des marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour commenter les actualités et les enjeux en matière de marché financier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également toute cette émission en replay sur bismart.fr ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés attendaient un changement de stratégie de la part de la Banque centrale du Japon, alors que celle-ci fait figure de dernier bastion de politique monétaire accommodante parmi les grandes banques centrales à l'heure actuelle. La BOJ a finalement décidé de ne pas réagir aux pressions inflationnistes dans le pays, ni à leur impact sur le rendement d'État japonais à 10 ans. C'est d'ailleurs le comportement de ce dernier qui avait contribué à alimenter l'anticipation d'un changement de politique monétaire, alors qu'il était sorti pendant 4 séances consécutives de la marge de tolérance de la Banque centrale du Japon. Pour rappel, celle-ci a en effet fixé un objectif de taux à 0% avec une fourchette de tolérance de plus ou moins 50 points de base. On note que le yen, qui avait progressé en amont de la décision de la politique monétaire de la Banque centrale, reculait finalement ce matin face au dollar. Nous commenterons ensemble en plateau la décision donc de la BOJ et son impact sur les marchés. Nous évoquerons aussi l'inflation en zone euro. On note que l'inflation a décéléré au mois de décembre puisqu'elle atteint 9,2% en rythme annuel. Un recul lié à la baisse des prix de l'énergie qui permet à la statistique de revenir sur des niveaux qu'elle n'avait pas connus depuis août dernier. Cet infléchissement en fin d'année à un niveau encore loin évidemment de l'objectif de la BCE à 2%. Aura-t-il tout de même un impact sur la politique monétaire de la BCE? Nous poserons la question en plateau dans un instant. À noter que le CAC 40 n'a pas grandement réagi à la publication de la statistique. Et enfin, nous évoquerons dans Smart Bourse la situation économique chinoise, alors que la Chine affiche une croissance de PIB en 2022 de 3%, un recul de près de 5% par rapport à la croissance affichée en 2021 par le pays et surtout un niveau en dessous de l'objectif de 5,5% fixé par le gouvernement chinois. Un recul de PIB attribué à la politique zéro Covid chinoise que nous commenterons en plateau dans un instant, alors que la Chine a annoncé en décembre une réouverture de son économie et l'allègement de ses mesures anti-Covid. À quel rythme l'économie chinoise pourra-t-elle se redresser et quel pourrait être l'impact sur l'économie mondiale? Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse. Et c'est parti donc pour Smart Bourse à la mi-journée. Pour commencer à commenter cette actualité boursière, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Nicolas Leprince. Bonjour Nicolas Leprince. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. On va commencer tout de suite avec vous par évoquer cette décision de la Banque centrale japonaise, de la BOJ. On aurait pu s'attendre à une déflagration, finalement un changement complet de cette banque centrale japonaise accommodante par nature et qui décide de rester accommodante alors que le pays commence à faire face à des pressions inflationnistes lui aussi. Et ça se voit aussi sur le rendement d'État japonais. Comment interpréter cette décision? On attend encore un petit peu avant d'y aller? On attend d'être sûr avant d'y aller? Je pense que c'est plutôt reculer pour mieux sauter. D'accord. Pour nous, la direction est toujours que la Banque centrale du Japon va devoir s'ajuster aux pressions inflationnistes qu'on a dans le pays. On a des signaux quand même sur les salaires, à l'inflation qui repartent à la hausse. Quand on regarde le principal indicateur d'inflation qui est regardé par la Banque centrale du Japon, qui est l'inflation en dehors des prix de l'alimentaire, on est toujours à 3,7%. Certes, ça peut se stabiliser, mais c'est des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. On voit bien que la Banque centrale du Japon avait eu tendance à augmenter énormément ses achats d'actifs depuis le mois de septembre. Si on regarde les 8 premiers jours de bourse de l'année 2023, la Banque centrale du Japon a acheté 9 000 milliards de yens de titres à taux fixe. Donc on voit bien que l'argument qui a été utilisé au mois de décembre pour changer cette bande de fluctuation de 25 à 50 BP est toujours présent. On a toujours besoin de faire mieux fonctionner les marchés financiers.
Mais pour elle, les achats d'actifs sont suffisants pour le moment. Il n'y a pas besoin, puisque c'est toujours sa rhétorique. Elle ne veut pas toujours passer sur la rhétorique de l'inflation. On pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt à venir. Et globalement, sur les marchés, il n'y a pas de réaction très forte sur les taux d'intérêt. Ce qu'on regardait, nous, depuis quand même plusieurs trimestres désormais, c'était les sources globalement d'accommodation monétaire dans le monde. On en avait deux principalement, qui étaient la Banque de Suisse, qui était à moins 0,75, qui est maintenant passée avec des taux directeurs à 1%, la Banque centrale du Japon, la Banque de Suisse, donc est repassé en taux positif. La Banque du Japon, c'est quand même plutôt pour nous, toujours devant nous. Alors pourquoi reculer pour mieux sauter? Ça veut dire que la Banque du Japon va se retrouver dans une situation plus compliquée dans les mois à venir, selon vous, Nicolas Leprince? On a toujours des tensions sur les salaires localement. On a toujours une inflation qui monte. Donc oui, les achats d'actifs sont quelque chose qui sont intéressants, mais qui ne reflètent pas les tensions inflationnistes un peu globales, même si on est dans une période de désinflation. Pour nous, on va rester dans une inflation qui va rester supérieure à 2% dans les trimestres à venir et qui forcera la Banque du Japon à faire quelque chose de plus significatif. Ouais. Alors ça, c'est pour la Banque du Japon. On aurait pu en parler pendant des heures s'il s'était passé quelque chose, mais finalement, pas grand-chose. on reporte ça peut-être à une future discussion. Nicolas Leprince, si on regarde maintenant en Europe, alors la BCE, effectivement, va devoir rendre une décision de politique monétaire dans plusieurs jours. En attendant, on a évidemment un certain nombre de prises de parole et on a des messages un peu contrastés sur le sujet. Si on lit l'interview de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, on s'attend à une future hausse de taux très prochaine, voire même radicale. Il faut continuer à augmenter les taux, davantage augmenter les taux pour le dire précisément, enfin selon la traduction. Et on peut avoir d'autres messages comme celui de François Villeroy de Galhau qui nous dit que globalement, la baisse des prix de l'énergie devrait faire une partie du travail finalement en matière d'inflation. Donc qu'est-ce qu'il faut en interpréter? Qu'est-ce qu'il faut comprendre avant cette décision de politique monétaire? Le maître mot, c'est dissension. D'accord. Au sein de la BCE, il y a des dissensions. Quand on reprend le fil de l'histoire, au dernier meeting de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde nous dit qu'il va falloir monter les taux plusieurs fois de manière stable. Bien sûr. Donc là, ce qui est remis en cause par certainement un certain nombre de gens qui sont assez accommodants au sein de la Banque Centrale Européenne, c'est que, et c'est ce que François Villeroy de Galhau dit ce matin, c'est que le 50 BP le 2 février, a priori, les marchés financiers sont certains qu'on l'aura. Il est acté. Il est acté. Les marchés financiers, malgré tout ce qu'on a pu avoir hier, n'ont pas bougé sur le pricing du 2 février. Ce qui est remis en cause, c'est le deuxième 50 BP. Et là, et quelle crédibilité on accorde à ce qu'a dit Christine Lagarde? Si on se remet à un autre exemple de crédibilité, c'était quand ils ont monté les taux en juillet 2022 de 50 BP, c'était censé être une espèce de package de 50 BP plus 25 BP en septembre. Au final, en septembre 2022, ils n'ont pas fait 25, ils ont fait 75. Bien sûr, ouais. Donc en fait, la crédibilité des prises de parole des différents membres montre juste une forte dissension. Donc en fait, la question, c'est trouver le leadership au sein de la BCE. Dans un environnement macro qui est meilleur, on a vu M. Scholz hier qui nous disait qu'on n'irait certainement pas en récession en Allemagne en 2023. On sent que ceux qui ont toujours le leadership au sein de la BCE, c'est quand même les gens qui vont vouloir porter plus de hausses de taux. D'accord. Après, est-ce que les hausses de taux qui sont pricées par les marchés aujourd'hui, d'ici à juillet, il y a à peu près 130-135 points de base de hausse de taux qui sont pricés pour la BCE d'ici à juillet. C'est quelque chose qui nous paraît peut-être un petit peu surestimé par rapport à ce que va délivrer la BCE, mais très clairement, il y a des dissensions. Et pour nous, le leadership est toujours délivrer plus de hausses de taux. Peut-être un peu moins que ce qui est pricé par les marchés, mais on va dire que peut-être un 50, 25, 25, c'est quelque chose d'assez crédible quand même pour la BCE et toujours poursuivre ces hausses de taux. Alors, plus de hausses de taux, si je réagis à ce que vous nous dites, dans un contexte évidemment où depuis plusieurs mois on prédit une récession en zone euro, mais la question c'est quand, et la question était quand, et maintenant la question c'est va-t-elle réellement avoir lieu? Une inflation en fin d'année en zone euro qui commence à montrer certains signes d'amélioration. On peut espérer qu'en 2023, avec des effets de base, on ait une inflation qui montre d'autres signes d'amélioration. Est-ce que ça peut quand même faire infléchir un petit peu le leadership au sein de cette BCE? Peut-être, mais ce que nous disent les membres de la BCE, c'est surtout qu'on va peut-être monter les taux. Mais la question, c'est est-ce qu'on va les garder longtemps? D'accord, le questionnement il est plus là. Voilà, c'est est-ce qu'on voudra rebaisser les taux? Ça, en effet, ça dépendra du chemin de l'inflation. Si on reste sur un peu les projections de la BCE qui sont toujours assez, avec des niveaux d'inflation jusqu'à fin 2024, fin 2025, qui sont supérieurs à 2%, il n'y a pas véritablement de raison de baisser agressivement les taux. Si on va sur plus de désinflation et une croissance qui va
pas dans le sens de la BCE, puisque la BCE est encore assez... je crois que la croissance en zone euro en 2023 sera de 0,9%. Si on va sur un chemin qui a moins de croissance, on pourra peut-être plus valider des baisses de taux par la suite. Mais pour l'instant, le message de la Banque centrale, c'est on augmente, certainement 75-100 BP, certainement dans les mois à venir, et on reste sur ce message-là. Pour l'instant, rien ne contredit ce message. Il vaut mieux trop augmenter que pas assez augmenter. C'est exactement ce que nous a dit la Fed l'année dernière, ce que nous dit la BCE exactement aujourd'hui. Justement, la Fed, on pourra découvrir ce soir la publication donc, du livre beige de la Fed en vue de sa prochaine décision, enfin sa prochaine réunion, puis décision de politique monétaire. Avant chaque réunion, il y a une période de blackout un petit peu dans les décisions qui est respectée. On s'en approche, hein, c'est dans quelques jours. C'est à partir du 21 janvier. Ouais. C'est le 21 janvier, donc dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut suivre dans les discours, dans les prises de parole vis-à-vis de cette réunion de politique monétaire de la Fed? On va avoir plusieurs prises de parole. On a déjà eu des membres qui étaient plutôt quiche, moins accommodants, du type James Bullard, qui a plutôt, on va dire, édulcorer un petit peu son message sur les hausses de taux. On pense vraiment qu'ils vont arriver à 4,75-5% sur les taux terminaux, mais que dans les prochaines semaines, on n'aura pas de nouvelles informations qui permettra de justifier d'aller au-delà de ces 5%. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va attendre des discours de banquiers centraux qui sont assez importants au sein de la Fed, du type Christopher Waller, qui est un membre assez important désormais au niveau de la Fed, de Laëlle Brainard aussi, qui est la vice-présidente de la Fed. Ça, ce sont des discours qu'on va avoir d'ici à la fin de semaine, avant la période de blackout, qui vont nous donner des indications sur ce qu'ils regardent dans l'inflation. On sait déjà, puisqu'ils sont passés d'un message d'inflation transitoire et une inflation trop haute, à regarder vraiment l'inflation corps des services en dehors de l'immobilier, en faisant un lien très fort entre le marché de l'emploi et cette inflation qui est l'inflation corps, si vous voulez, au sein de la Fed. Maintenant, la question qu'on se pose de façon très précise dans cette inflation, c'est est-ce que le marché de l'emploi, il faut regarder en volume ou est-ce qu'il faut regarder les salaires? Ce que nous dit la Fed en ce moment, c'est qu'ils veulent un peu plus regarder les salaires plutôt que le volume d'emploi. Parce que c'est vrai que la Fed nous avait dit qu'ils voulaient faire monter, dégrader le marché de l'emploi, ils ont un taux de chômage cible de fin 2023 à 4,6%. Bien sûr. Est-ce que si on n'atteint pas ce 4,6 en volume, mais qu'on a quand même une inflation salariale qui vraiment commence à décélérer, c'est pas quelque chose qui sera de nature à faire changer un peu le discours de la Fed. On pense que ça sera plutôt ça qui sera regardé, donc les inflations salariales. Donc dans ce cas-là, on va regarder dans les chiffres importants, on a ce qu'on appelle des wage trackers, des trackers sur les salaires de la Fed d'Atlanta qui commencent à se stabiliser et à rebaisser. D'accord. Ouais. On a le chiffre le plus important qui sortira le 31 janvier, donc juste avant le meeting du 1er février, qui est l'Employment Cost Index, donc c'est l'index des prix sur les salaires globalement. S'il est plutôt orienté à la baisse, ça donnera du confort pour aller à 5%, mais rester là et certainement pas faire plus dans les mois qui viennent. Et rassurer la Fed sur des potentiels effets de second tour, finalement, en matière d'inflation. Exactement, ouais. Si on regarde un petit peu du côté du marché des taux, c'est votre spécialité, Nicolas Leprince, on voit quand même que depuis le début de l'année, alors si on regarde notamment en France ou aux États-Unis, on a des taux qui reculent. Comment est-ce qu'on explique un petit peu ce phénomène? Alors effectivement, en France, on peut le mettre en parallèle de marchés actions qui augmentent, mais j'imagine que l'explication est un petit peu plus complexe que cela. La première chose, c'est qu'on a eu la surprise sur l'inflation européenne. Je pense que ça, c'est une première surprise. On a eu la confirmation de l'inflation américaine qui rebaissait. Je pense que les marchés étaient assez préparés en décembre à ce qu'on appelle le supply. C'est-à-dire les émissions nettes, globalement, sur le mois de janvier, étaient attendues très fortes. Elles sont très fortes. J'aurais tendance à dire que c'est saisonnier. En janvier, on a toujours beaucoup d'émissions. Le marché était très préparé. Et c'est vrai que les chiffres d'inflation, en plus d'un marché qui a été très préparé, puisque si on se remet en décembre, les taux allemands étaient passés de 1,80 à 2,55. Bien sûr. Oui. Et là, on est de retour à 2,10 environ. Donc on est en train d'effacer un petit peu ce supply et ces émissions nettes. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a quoi, un effet volume qui mécaniquement fait baisser le prix des nouvelles émissions. Exactement. Le gros des émissions sur le mois de janvier est plutôt passé. Aujourd'hui, on va regarder devant nous, et devant nous, on a plutôt toujours la thématique de la désinflation qui est devant nous. Est-ce qu'on ira beaucoup plus bas sur les taux avec la Banque centrale très peu accommodante actuellement et qui devrait poursuivre ces hausses de taux? On n'a pas l'impression qu'on ira beaucoup plus bas, mais globalement, sur toutes les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne, la Fed, on n'a pas beaucoup de nouvelles informations qui permettraient de justifier une remontée très forte des taux. L'autre chose, c'est quand on regarde l'évolution de la corrélation entre les taux d'intérêt et par exemple les spreads de crédit, les écarts de rendement sur les obligations corporate, on a quelque chose qui a tendance à se normaliser et un pouvoir protecteur des taux d'intérêt qui retrouve
pas mal de potentiel et qui incite beaucoup de gestionnaires, notamment Edmond de Rothschild Asset Management, à être assez constructifs sur les obligations. Pour finir, en matière d'investissement, est-ce que du coup, on entendait il y a quelques mois bond is back? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette période, cet âge d'or finalement pour les obligations qui aura duré quelques mois? C'est-à-dire, on retrouve une vraie valeur dans les obligations. La corrélation, comme je le disais, retrouve pas mal de valeur. Peut-être ce qui a changé globalement, c'est la thématique à long terme. On sait que dans les trends d'inflation, quand on dépasse les 4% dans les pays développés, on met beaucoup de temps à revenir. Donc, ce qui veut dire que retourner à des taux extrêmement négatifs, ça nous paraît assez peu crédible. Donc, on serait plutôt sur une stabilisation sur des niveaux toujours très intéressants et surtout qui amènent beaucoup de rendement dans nos portefeuilles obligataires. Donc, vraiment quelque chose de assez constructif sur tous les marchés obligataires. Merci beaucoup Nicolas Leprince. Je rappelle que vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être accompagnés en plateau par Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements en actions chez Allianz GI. Bonjour Virginie Maisonneuve. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va commenter avec vous, j'ai envie de dire, le cas Chine, le cas d'investissement Chine. La Chine qui a annoncé en décembre une réouverture de son économie, l'arrêt ou en tout cas l'allègement d'une partie de ses mesures, de sa politique zéro Covid, de ses mesures anti-Covid et cette réouverture était attendue quand même par un certain nombre d'acteurs pour son potentiel de relance sur l'économie mondiale. On a découvert hier une croissance de PIB en Chine pour l'année 2022 peut-être un petit peu décevante, 3% de croissance de PIB en 2022. Comment est-ce que vous regardez cette réouverture chinoise à la lumière des premiers chiffres qu'on peut voir, Virginie Maisonneuve ? Alors en fait, cette réouverture est quand même une surprise pour pas mal de... Bien sûr, ça a été assez brutal. Voilà. Oui. Nous nous y attendions. Si vous voulez voir l'aspect négatif du marché par rapport à la Chine, en 35 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu aussi bas. Autant où il l'était dans la deuxième partie de l'année 2022. Alors, une année à 3%, en effet, en 40 ans, c'est probablement la croissance la plus faible qu'on ait vue en Chine. Mais ce qu'il faut voir, c'est le dernier trimestre, avec une croissance de 0, quarter on quarter, qui est très, très importante parce que ça signifie donc cette stabilisation et en fait, avec la réouverture à venir. Et la raison pour laquelle c'était quand même assez prévisible, c'est qu'il fallait qu'on ait passé le National People's Congress. Et on a bien entendu ces réunions qui arrivent au mois de mars où on va prendre des décisions sur l'économie qui vont être très importantes. Et on est en train, si vous voulez, de remettre la machine en route. Il faut aussi voir qu'au niveau du Covid, le reste du monde s'est adapté et la Chine a décidé en fait peut-être de prendre le risque. On va voir, on s'attend à 1,1 milliard de voyages pour le nouvel an chinois. Et bien entendu, ça va avoir un impact sur la contagion du Covid. On verra où ça va. Alors, on va y revenir sur ce sujet Covid juste avant pour bien comprendre notamment donc, comment comprendre cette croissance de PIB ou cette non-croissance de PIB pour le dernier trimestre 2022. Ce que vous dites, c'est qu'on est dans une phase de transition. Il faut attendre finalement, on est dans une phase de transition. La croissance devrait revenir peut-être au second trimestre de cette année. Voilà, alors une phase de transition qui est très très importante. Il faut voir qu'en 2022, quand même, le commerce a été très positif. Avec des importations qui étaient minorées dans la mesure où l'économie était presque paralysée et des exportations quand même qui ont fait assez bien. En 2023, les taux sont encore, les attentes sont encore un petit peu tentatives, mais ce qui est important de voir, c'est qu'avec la réouverture, on va avoir une demande domestique qui va devenir très forte, notamment au niveau des services, un petit peu ce qu'on a vu dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, etc. Et ensuite, on verra un impact, je pense, sur la croissance mondiale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, bien entendu, la Chine, c'est à peu près un tiers de la croissance mondiale. Mais si on regarde les chiffres de 2010 à 2019, par exemple, au niveau investissement, la part de share de la Chine au niveau de l'investissement mondial, c'est 50%. Au niveau de la consommation, c'est près de 30%. D'accord. C'est quand même énorme. Donc l'impact sur l'économie mondiale, au début, va sûrement se voir principalement par les prix énergétiques. Et alors là, on remet en question ce dont on vient de parler, les prévisions d'inflation, notamment pour l'Europe au niveau du gaz.
Oui. La Chine va reprendre son leadership role au-dessus du Japon au niveau d'importation du gaz. D'importation du gaz. Oui. Voilà. Et donc c'est l'aspect qui est très très important. Donc ça devrait retirer les prix vers le haut, c'est ça ? Oui, ça va dépendre un petit peu. Donc c'est un équilibre qui est assez difficile à aujourd'hui à prévoir, c'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement, bien entendu, Europe, États-Unis, une remontée en Chine de la demande, et on a bien entendu les OPEC, etc., au niveau de la supply qui est donc c'est un jeu très très délicat. Mais si je pense qu'on aura plus d'impact en deuxième moitié de 2023, parce qu'en effet on va avoir plutôt une remontée des services. Enfin, l'économie se remet en marche, donc c'est un petit peu non seulement au niveau de la croissance positif, mais aussi au niveau des prix énergétiques, et ça c'est important. Alors, vous l'avez dit, c'est un équilibre un peu fragile, effectivement, pour comprendre comment ça va cette réouverture va pouvoir se réintégrer dans la croissance mondiale. Alors, on en parlait juste avant, c'est vrai qu'on a pas mal de prévisions de récession depuis plusieurs mois sur l'économie mondiale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Est-ce qu'une réouverture chinoise et une croissance progressive, ou un apport progressif à la croissance mondiale pourrait éviter cette récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, selon vous ? Au moins l'alléger. Si on regarde ça de la perspective chinoise, bien entendu, le commerce va être moins positif au niveau contribution, parce qu'on aura sûrement plus d'importations. Donc voilà. Bien sûr. Au niveau mondial, au moins allégé. Il faut voir que l'Europe exporte à peu près, je pense en moyenne 9%. De toutes ces exportations vers la Chine. Donc, ce n'est pas insignifiant. Bien sûr. Mais c'est quand même... Donc, ce sont des jeux très fragiles, très délicats, mais everything else been equal, c'est quand même un peu mieux que si la Chine était encore fermée. Donc, voilà. Alors après, il faut voir un petit peu comment jouer ça. Donc nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est ces nouvelles économies. C'est pas seulement la technologie, c'est l'innovation médicale, bien entendu, innovation, changement de climat, EV, etc. Et aussi la nouvelle qui n'est pas nouvelle, mais politique chinoise, de relancer des champions nationaux, étant donné la relation avec les États-Unis. Et on va avoir beaucoup de croissance dans ces domaines d'innovation. Alors, deux éléments d'éclairage quand même pour comprendre un petit peu cette reprise chinoise. D'abord, je vous propose d'évoquer rapidement le secteur de l'immobilier, qui est toujours quand même en difficulté aujourd'hui en Chine. Est-ce que ça peut venir peser sur cette reprise chinoise et donc sur son apport sur une croissance mondiale ? Alors, pour moi, l'immobilier, depuis le début de la crise, ça a été faire peur mais ne pas détruire. D'accord. Si on prend les slogans chinois, dans la mesure où on avait beaucoup de spéculation, mais ne pas détruire, parce que 60% du net worth, de la richesse des ménages, est dans l'immobilier. Les autres chiffres importants, 50% des revenus fiscaux des gouvernements locaux vient de l'immobilier. D'accord. Donc là, il y a intérêt à ne pas trop, effectivement, détruire le secteur. Oui, c'est ça. Et 40% des prêts bancaires sont liés à l'immobilier. Donc, il fallait, de la perspective chinoise, où on a des visions, des plans, etc., il fallait assainir le secteur, mais bien entendu, ne pas le détruire. Donc, à mon avis, on ne va pas retourner vers des taux de croissance de l'immobilier comme on avait avant, mais une neutralisation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour comprendre la croissance chinoise, il faut regarder la consommation, l'investissement productif, non pas immobilier, et surtout ce nouveau paradigme que moi j'appelle la Chine phase 3, dans un monde géopolitique qui est différent, bien entendu, où on a du darwinisme digital. C'est ça la grande bataille, et c'est ce qu'on a vu se jouer depuis quelques années avec les États-Unis. Donc la Chine essaye de comprendre son chemin et de façonner, si vous voulez, c'est la manière de gagner ce jeu à long terme. Un mot rapidement, on l'a évoqué tout à l'heure, des cas Covid en Chine, de cette épidémie qui est toujours très présente en Chine. D'un côté, on voit cette réouverture du pays, et de l'autre, effectivement, ces entreprises qui font face quand même à un certain nombre de cas toujours conséquents en matière de Covid. Est-ce que ça peut venir freiner toujours cette reprise ? Et vous parliez tout à l'heure peut-être d'une exportation de cette épidémie, d'une réexportation de cette épidémie. Ça peut avoir un impact également au niveau mondial ? Alors,
Je ne suis pas docteur. Non, bien sûr, on est dans des considérations économiques et financières, bien sûr, précisons. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau variant? Ça, je ne sais pas. Mais en effet, c'est l'année chinoise, le nouvel an chinois, l'année du lapin d'eau. Et donc, on a prévu 2,1 milliards de voyages en Chine pour l'année chinoise. D'accord. Okay. Ouais. Donc, on était fermé depuis 3 ans. Les gens n'ont pas pu aller voir leur famille, donc on va avoir une explosion de voyages. Alors bien entendu, quand on a plus de contacts, on a plus de chances de transmettre le Covid. Si le variant reste le même, il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes, mais il faut voir que le taux de l'efficacité, comme on le sait, du vaccin chinois n'est pas aussi bonne que des vaccins étrangers. Donc ça, c'est une question et on le verra sûrement sur les 2 ou 3 prochains mois. Donc, sur le chemin de la croissance, la volatilité n'est pas retirée. D'accord. Et il faut utiliser ces volatilités pour, bien entendu, être placé dans les marchés. Je vous propose justement de faire une transition avec les marchés, évoquer rapidement le comportement des marchés chinois depuis le début de cette année, avant d'aller peut-être sur des comportements de marchés européens. On a vu une progression finalement sur ces marchés chinois, que ce soit le composite de Shanghai, CSI 300 ou le Hang Seng à Hong Kong, qui ont plutôt bien accueilli finalement cette réouverture chinoise, c'est ça? Ou il y a d'autres éléments explicatifs? Non, donc quelques facteurs. Le marché était très, très, très peu cher. Le sentiment était très négatif, comme je vous le dis, en 35 ans, jamais vu aussi négatif que ce qu'on avait l'année dernière. Et puis, on a quand même ces innovations et la réouverture a donné l'opportunité aux gens de regarder une nouvelle fois au marché. Alors, bien entendu, on vient de parler d'une certaine volatilité. Les cas vont monter et descendre comme ils l'ont fait aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut s'y attendre. Mais je pense qu'en effet, on a un catch-up au niveau du positionnement des gérants dans le marché chinois. Et alors justement, en ouverture sur le reste du monde, on voit un CAC 40 qui performe particulièrement bien. En tête de proue, peut-être d'autres marchés occidentaux, européens ou américains qui eux aussi progressent en ce début d'année. Comment est-ce que vous regardez cette situation, Virginie Maisonneuve? Encore une fois, je pense qu'on va avoir de la volatilité. Parce qu'on peut regarder ça, glass half full, half empty. Si on veut être positif, on se dit en effet, l'inflation on est sur le bon chemin. D'accord. Bien que si on a une poussée énergétique, on risque d'avoir des petites surprises. On peut dire qu'en effet, donc, les taux bientôt vont être dans un positionnement qui va être plus facile, etc. Donc ça, c'est l'aspect positif. Ce qui n'est pas encore dans les marchés complètement, à mon avis, c'est l'aspect asymétrique de l'inflation. D'accord. Et de la récession, du ralentissement. Donc l'aspect asymétrique de l'inflation, c'est que si on regarde les real revenus, les revenus nets, par rapport aux revenus nominaux, il y a une grande différence à cause de l'inflation. Par contre, les coûts, eux, nominaux ou réels, sont en hausse et sont très en hausse, quoi. Donc les marges des sociétés, bien entendu, devraient souffrir. Et je ne pense pas que les analystes aient assez de transparence ou de visibilité pour vraiment mettre des chiffres en place pour les earnings per share qui vont refléter la réalité. Donc on a quand même ça à faire sur les 3 à 6 prochains mois. Donc c'est encore une fois, bad news is good news. Si on peut trouver cet ajustement dans le marché pour se positionner pour deuxième partie 2023 et 2024. Merci beaucoup Virginie Maisonneuve d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice monde des investissements en actions chez Allianz GI. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.